Quand je lis ou écris en ligne à propos des plans de SpaceX, le même commentaire apparaît sous chaque publication. Et à quoi bon tout ça? Encore plus de déchets dans l'espace juste pour que quelques milliardaires puissent s'exciter et s'envoler pour le plaisir. Et je comprends même ce réflexe, mais il est complètement faux. Car la véritable raison pour laquelle SpaceX parle de effectuer des milliers de lancements par an n'a presque rien à voir avec le tourisme spatial et presque tout à voir avec le smartphone dans ta main. Tout le monde veut utiliser l'intelligence artificielle, mais personne ne veut avoir un gigantesque centre de données avec son emprise au sol et sa consommation d'électricité et d'eau dans son propre jardin. Sans parler des nuisances sonores. Donc, ces centres de données devraient être déplacés là où l'espace, le soleil et le refroidissement sont gratuits. En orbite. C'est exactement ce qui se cache vraiment derrière Starship, derrière la plus grande introduction en bourse de tous les temps et derrière une expansion que la plupart des gens ne peuvent même pas encore imaginer. Je m'appelle Sirwan et voici Chronique de Mars. Avant de regarder vers l'avenir, revenons un instant en arrière, parce qu'on ne comprend l'objectif que si l'on connaît le chemin. Starship est aujourd'hui la plus grande et la plus puissante fusée jamais lancée. Environ 124 mètres de haut, avec 33 moteurs et environ 90 méganewtons, soit environ 9200 tonnes de poussée au décollage. Plus du double de la Saturn V, qui a autrefois emmené des hommes sur la Lune. Et l'objectif est radical dès le départ. Les 2 étages doivent être entièrement et rapidement réutilisables. Attrapés par la tour et prêts à repartir en quelques heures. Mais ce chemin n'a été qu'un champ de ruines, et cela de manière tout à fait délibérée. Tout a commencé en 2019 avec Starhopper, une sorte de réservoir d'eau volant en acier inoxydable qui a sauté de quelques mètres. Ensuite sont venus les prototypes SN8 à SN11. Ils sont revenus de plus de 10 km d'altitude et ont fini, les uns après les autres, en boule de feu. Ce n'est qu'en mai 2021 que le SN15 a atterri proprement. En avril 2023, la fusée complète a décollé pour la première fois. Le premier vol s'est désintégré de façon spectaculaire après 4 minutes, emportant avec lui la moitié de la rampe de lancement. Pour beaucoup, c'était un désastre. Pour SpaceX, c'était une source de données. C'est exactement leur philosophie. Construire rapidement, voler, exploser, apprendre, recommencer. Et ce qui, de l'extérieur, ressemble à du gaspillage, de l'insouciance ou même de la négligence, est en réalité un rythme effréné. Et cela a porté ses fruits. Lors du vol 5 en octobre 2024, il s'est alors produit un moment que je n'oublierai jamais. Le propulseur de plus de 70 mètres de haut est revenu après la séparation des étages et a été attrapé en plein vol par les 2 énormes bras de préhension directement sur la tour de lancement. La tour est également connue sous le nom de Mechadzilla et les bras sont affectueusement appelés chopsticks, c'est-à-dire baguettes. Toute la campagne d'essai relevait de la folie, ce que la plupart croyaient impossible. Avant chaque étape importante, ils étaient ridiculisés et les soi-disant experts ainsi que les véritables experts de l'industrie savaient toujours avec certitude que le prochain jalon était inatteignable. Ensuite, les choses redevenaient difficiles. La nouvelle version 2 du vaisseau a été perdue par SpaceX lors des vols 7, 8 et 9, 3 fois de suite. Parfois dans une pluie de débris lumineux au-dessus des Caraïbes. Pour les critiques, était-ce la preuve irréfutable que SpaceX et le programme Starship avaient échoué? Ce n'est qu'au vol 10 et 11, à la fin de l'été et à l'automne 2025, que tout s'est de nouveau bien passé, clôturant avec succès la version 2 et menant ainsi à la situation actuelle. En mai 2026, lors du vol 12, la toute nouvelle version 3 a volé pour la première fois avec les moteurs Raptor 3, plus puissants, et pour la première fois depuis la 2e rampe de lancement. Le vaisseau a bien fait son travail et a même déployé des maquettes de Starlink dans l'espace. 2 d'entre eux étaient même équipés de caméras qui montraient Starship depuis l'extérieur, mais le propulseur s'est renversé de façon incontrôlée après la séparation et s'est écrasé dans le Golfe à environ 1450 km/h. L'administration américaine de l'aviation civile, FAA, a classé cela comme un incident et a imposé une interdiction temporaire de lancement jusqu'à la fin de l'enquête. Puis, à la fin juillet 2026,
arriva le vol 13. Un immense succès. Seul le booster n'a pas complètement réussi la phase d'allumage d'atterrissage. Tout le reste s'est déroulé comme sur des roulettes. Même de véritables satellites Starlink V3 ont été déployés dans l'espace et le rallumage du moteur Raptor en orbite a fonctionné. Et le bouclier thermique avait l'air phénoménal. 13 lancements, 8 succès, 5 échecs. Voilà le bilan, honnête. Une fusée qui est encore en plein développement. Et c'est justement cette fusée, qui n'est même pas encore capable de ramener son propre booster de façon fiable, qui devrait bientôt décoller des milliers de fois par an. C'est pas une exagération de ma part, c'est ce qu'a annoncé SpaceX lui-même. Dans un communiqué de mai 2026, l'entreprise a écrit textuellement que ce n'était un secret pour personne qu'ils veulent lancer Starship très fréquemment, avec l'objectif de milliers de vols par an, et que cette fréquence nécessite des rampes de lancement à de nombreux endroits différents. Des milliers par an. À titre de comparaison, l'ensemble de l'humanité aura envoyé environ 260 fois quelque chose en orbite en 2025. Et c'est précisément là que commence la moquerie. À quoi sert cette folie ? Et c'est là la véritable question passionnante de cette vidéo. Si on avait dit à une personne moyenne il y a 200 ans qu'en 2026, des dizaines de milliers de méga cargos traverseraient les océans à tout moment et que d'énormes tubes métalliques voleraient dans les airs, on aurait probablement été immédiatement interné aussi. Mais la réponse porte un nom. Il s'agit de centres de données orbitaux, du moins pour l'instant. Ici, je dois à nouveau donner mon avis. Je suis convaincu que la fréquence élevée des lancements fera tellement baisser les prix que les innovateurs de ce monde auront les idées d'affaires les plus folles. Nous avons réalisé nos propres vidéos détaillées sur les centres de données, que je mets en lien ci-dessous. Donc, juste l'essentiel, l'intelligence artificielle consomme de la puissance de calcul. Et la puissance de calcul nécessite des terrains. Elle consomme de l'énergie et de l'eau pour le refroidissement et provoque des nuisances sonores désagréables. Sans parler du fait que ces centres ne sont vraiment pas agréables à regarder. Sur Terre, ces centres de données rencontrent justement une forte opposition pour cette raison. En effet, ils s'installent souvent au cœur de régions où les habitants ont eux-mêmes besoin de ces ressources. Dans les grands marchés américains, un nouveau centre de données attend aujourd'hui 5 à 7 ans rien que pour être raccordé au réseau électrique. En orbite, tout ce conflit disparaît. Là-haut, sur les bonnes orbites, le soleil brille presque sans interruption. Une source d'énergie quasi infinie et gratuite. Et le froid de l'espace peut être utilisé pour le refroidissement. Sans aucune eau. Le mythe selon lequel le refroidissement dans l'espace n'est pas possible n'est rien d'autre qu'un mythe. Un mythe. Cela fonctionne différemment que sur Terre, où nous avons de l'eau et de l'air pour le refroidissement. Mais cela fonctionne. En effet, grâce à des radiateurs qui émettent de l'énergie thermique dans l'infrarouge. Et avec des coûts de lancement faibles, seuls de grands radiateurs sont envisageables. Pas de terrain à acheter, pas de conflit de voisinage, pas de pénurie d'eau. La vision consiste à délocaliser l'infrastructure sale et énergivore de l'IA là où elle ne dérange personne. Et ce n'est pas une lubie poursuivie uniquement par Elon Musk. C'est une véritable course. Google travaille sous le nom de Project Suncatcher sur un centre de données composé de satellites équipés de ses propres puces d'IA et prévoit de lancer les premiers satellites de test dès le début de 2027. Jeff Bezos et Blue Origin ont déposé auprès de la FCC, l'autorité américaine des communications, une demande pour un réseau de plus de 50 000 satellites sous le nom de Project Sunrise. Il s'agit explicitement de transférer la charge énergétique et hydrique de la Terre vers l'espace. La startup StarCloud a déjà entraîné pour la première fois un modèle d'IA dans l'espace en 2025, avec un seul satellite, et prévoit une constellation de 88 000 satellites. Certaines approches sont très créatives. Une startup appelée Cowboy Space Corporation construit une constellation nommée Stampede, où ce n'est pas un satellite qui est transporté comme cargaison, mais où l'étage supérieur de la fusée sert lui-même de centre de calcul. Une centrale électrique d'1 mégawatt avec refroidissement et puces de calcul intégrées. À cela s'ajoute le géant des puces Nvidia avec ses propres plateformes d'IA adaptées à l'espace et même la Chine qui a annoncé une constellation de 200 000 satellites. Nous ne parlons pas de science-fiction, mais de demandes, de prototypes et d'investissements de plusieurs milliards, ici
et maintenant. Et maintenant, voici pourquoi SpaceX a un avantage presque déloyal dans cette course. Premièrement, ils peuvent fabriquer eux-mêmes des satellites en série. Ils le prouvent depuis des années avec Starlink. Deuxièmement, avec Starlink, ils ont l'expérience de gérer réellement d'immenses constellations. Troisièmement, depuis leur introduction en bourse, ils ont l'argent nécessaire. Quatrièmement, ils sont les seuls à avoir la capacité de lancement pour envoyer de telles masses dans l'espace. Et cinquièmement, et c'est là tout l'intérêt, ils possèdent désormais aussi leur propre entreprise d'IA. SpaceX a racheté début 2026 l'entreprise d'IA XAI avec son chatbot Grok. En juin 2026, ils ont également acquis pour 60 milliards de dollars l'entreprise de codage derrière l'outil Cursor. Ainsi, une seule entreprise contrôle toute la chaîne. De la fusée au satellite jusqu'à l'IA qui y tourne. Dans le prospectus boursier, SpaceX estime que ce marché de la puissance de calcul depuis l'espace représente à lui seul un potentiel d'environ 2,4 billions de dollars. C'est ce qui figure dans les documents officiels pour la bourse. Petite parenthèse personnelle, et je vais faire court. Si ce sujet te passionne autant que moi en ce moment, alors donne un coup de pouce à la vidéo. Ce n'est qu'un clic pour toi, mais ça aide énormément la chaîne car YouTube montrera alors la vidéo à beaucoup plus de monde. Ceux qui veulent soutenir Mars Chroniquen davantage trouveront quelques petits bonus sympas dans les adhésions à la chaîne et financent directement ce projet. Et pour tous, ceux qui veulent aussi afficher leur esprit Per Aspera Ad Astra, la collection brodée Ad Astra est actuellement disponible dans notre propre boutique Planet Pioneers. Le lien et le code de réduction sont dans la description ci-dessous. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous à la newsletter Mars Chroniquen avec des actualités qui ne trouvent jamais leur place dans une émission. C'est tout pour le moment, et maintenant revenons à la question de savoir ce qui rend des milliers de Starship possibles. Car c'est le côté sobre de l'histoire. Actuellement, SpaceX dispose exactement de 2 rampes de lancement à Starbase au Texas, pad A et pad D. Et l'autorité n'autorise actuellement qu'un maximum de 25 lancements par an à cet endroit. En Floride, SpaceX construit actuellement 3 autres rampes de lancement pour Starship, l'une sur le site historique Apollo Pad 39A et 2 autres sur l'ancien site Delta, le Space Launch Complex 37. Pour celle-ci, une cadence de 44 et 76 lancements par an respectivement devrait être autorisée à l'avenir. Fais le calcul et t'arrives peut-être à quelques centaines de lancements par an dans quelques années. On est encore très loin des milliers. C'est précisément pour cette raison que SpaceX cherche déjà ouvertement d'autres sites de lancement, également à l'étranger, aussi près de l'équateur que possible, parce que la rotation de la Terre y fournit un coup de pouce gratuit à la vitesse. Mais cela devient juridiquement compliqué à cause des lois sur le contrôle des exportations de la technologie des fusées. Et tout cela n'est pas bon marché. Rien que pour l'infrastructure commune au Kennedy Space Center, comme les routes, l'électricité et les conduites de carburant, l'inspecteur général de la NASA a estimé en juin 2026 un besoin d'environ 1 milliard de dollars. Et ce n'est que le minimum, pas les rampes propres à SpaceX. Mon évaluation honnête, et je précise qu'il s'agit de mon opinion, le goulot d'étranglement n'est plus la fusée, mais bien la rampe de lancement et l'autorisation. SpaceX construit des boosters plus vite que les créneaux de lancement ne sont accordés. La voie vers des milliers de lancements est donc moins une question de technique qu'une question de béton, de bureaucratie et d'une décennie entière d'expansion patiente. Abordons maintenant la question qui reviendra sûrement dans les commentaires. Du CO2. Cette folie est-elle vraiment si polluante? Un seul lancement de Starship libère, selon les calculs, environ 2700 à 3500 tonnes de dioxyde de carbone. Par lancement, cela semble beaucoup. Cela correspond à peu près aux émissions annuelles de 500 voitures. Mais à présent, la mise en perspective décisive qui va sans doute te surprendre. Même si Starship volait 1000 fois par an, cela représenterait environ 3 millions de tonnes de CO2 par an. L'aviation mondiale émet plus d'1 milliard de tonnes, donc plus de 300 fois plus. Le transport maritime mondial est d'un ordre de grandeur similaire à celui de l'aviation. Même avec 10 000 lancements par an, le secteur des fusées représenterait encore environ 3% de l'aviation. En termes de CO2, c'est négligeable comparé aux émissions quotidiennes des avions et porte-conteneurs. täglich ausstoßen. Mais là où les calculs ne sont plus aussi jolis, le véritable problème.
Les fusées rejettent leur gaz d'échappement à de très hautes altitudes. Et là-haut, c'est surtout la suie, ce qu'on appelle le black carbon, qui cause des dégâts disproportionnés. Dans la stratosphère, cette suie réchauffe jusqu'à 500 fois plus que sur le sol, selon certaines études. Et elle y reste pendant des années. S'y ajoutent des impacts sur la couche d'ozone. La bonne nouvelle, c'est que Starship brûle du méthane, ce qui produit nettement moins de suie que le carburant à base de pétrole des fusées classiques. Ma conclusion pour le climat, en termes de quantité pure, même avec une forte augmentation, le lancement de fusées reste faible par rapport à l'aviation et au transport maritime. Mais l'effet en haute altitude est le véritable grand chantier qu'il faut prendre au sérieux et ne pas balayer d'un revers de main. Et cela nous ramène à l'introduction en bourse. Car toute cette expansion en est la véritable raison. Voici d'abord ma déclaration obligatoire. Au moment de la publication, je détiendrai moi-même une position dans l'action SpaceX et je ne formule expressément aucune recommandation d'achat ou de vente. Cette vidéo est une analyse journalistique, pas un conseil en investissement. Le 12 juin 2026, SpaceX est entré en bourse sous le symbole SPCX et a levé plus de 75 milliards de dollars. La plus grande introduction en bourse, valorisée à environ 2000 milliards de dollars. Dès le premier jour, cet argent est précisément le carburant pour l'expansion dont nous venons de parler, pour les rampes, les satellites et les centres de données dans l'espace. Et aussitôt, en ligne, l'accusation est tombée. Tout cela serait un système de Ponzi, un système pyramidal, et un rug pull serait imminent. C'est le moment où les fondateurs partent avec l'argent des investisseurs. Regardons cela honnêtement, des deux côtés. Les sceptiques ont des arguments solides. Au final, SpaceX enregistre des pertes, près de 5 milliards de dollars en 2025 et un déficit cumulé de plus de 40 milliards. Cela signifie qu'ils ont accumulé autant de pertes depuis leur création. Mais cela est souvent passé sous silence par les critiques. C'est que SpaceX a réalisé un chiffre d'affaires de 202 milliards 519 millions en 2025 et a investi 23 milliards d'euros dans l'infrastructure, les acquisitions, ainsi que la recherche et le développement. Tu as évalué ? Oui, Entreprise douteuse sans modèle économique ? certainement pas. La valeur boursière folle repose en grande partie sur un avenir centré sur l'IA qui rapporte aujourd'hui à peine de l'argent. Et Elon Musk contrôle, grâce à des droits de vote spéciaux, plus de 80% des voix. Un pouvoir énorme. Ce sont des risques réels qu'il ne faut pas minimiser. Mais, et c'est là la différence, un WAC rug pull décrit une escroquerie sans véritable produit. Le plus souvent dans le domaine des crypto-monnaies, où il n'y a rien derrière la façade. SpaceX est exactement le contraire. Derrière la façade, il y a plus de 650 lancements de fusées réussis, avec un taux de réussite de plus de 99%. Derrière cela, il y a Starlink, une entreprise très rentable, avec plus de 10 millions de clients, qui a réalisé plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, avec des marges très élevées. La tendance est en forte hausse. C'est le véritable moteur financier qui finance les pertes de la division IA et la construction de Starship. Et c'est là que ça devient intéressant, car la division IA commence elle-même à générer de l'argent. Ironie du sort, Anthropic, l'entreprise derrière le modèle linguistique Claude, et une concurrente directe du chatbot de Musk, Grok, s'est engagée à louer toute la puissance de calcul d'un des grands centres de données de XAI au Mexique pour environ 1,25 milliard de dollars par mois. Peu de temps après, Google a suivi avec un accord similaire d'environ 920 millions de dollars par mois pour une capacité de calcul supplémentaire. Prends un instant pour digérer ça. Deux des plus féroces rivaux de l'IA louent leur puissance de calcul auprès du groupe Musk. Et cela à coût de milliards. Le message adressé à la bourse était clair. Ici, ce n'est pas seulement la fusée et l'Internet venu de l'espace qui rapportent. Ici, c'est aussi le secteur de l'IA qui devient une véritable source de revenus. Et d'ailleurs, les deux contrats peuvent être résiliés à court terme avec un préavis de seulement 90 jours. Ce qui montre à quel point ce marché est dynamique et concurrentiel en ce moment. Celui qui regarde honnêtement ne voit donc pas une coquille vide, mais une réalité. Une entreprise industrielle générant du cash qui finance un pari coûteux et risqué sur la prochaine étape. On peut considérer que ce pari est trop cher, c'est légitime. Mais un système de Ponzi, c'est autre chose. À mon avis, cela est clairement identifié comme une opinion.
Et à la fin, chacun doit se faire sa propre opinion. Jetons un coup d'œil vers l'avenir, pour finir. Et ici, nous devons un peu spéculer, car beaucoup de choses restent encore à venir. Si ce plan fonctionne ne serait-ce qu'à moitié, il changera bien plus que le secteur spatial. Alors l'orbite deviendra un site industriel. Les centres de données, qui impactent aujourd'hui paysages et réseaux électriques, seront transférés dans l'espace. Starship pourrait un jour livrer non seulement des satellites, mais aussi du fret à travers la moitié du globe en moins d'1 heure. Et oui, à l'horizon lointain se dresse toujours l'objectif principal, que SpaceX n'a jamais abandonné. Mars. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que elle montre rarement aussi clairement comment la technologie, l'économie et la géopolitique s'entremêlent. Celui qui possède la fusée la moins chère détient finalement l'accès à l'espace. Et celui qui détient l'accès à l'espace pourrait bientôt aussi posséder une grande partie de l'intelligence artificielle qui façonnera notre vie. Que ce soit un avenir radieux ou inquiétant, nous pouvons en débattre. Mais le fait qu'il soit en train d'être construit n'est pas une plaisanterie de milliardaire. C'est on ne peut plus sérieux. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Per aspera. Ad astra.